Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Radio Les Insolites, nous allons faire résonner l'accent toulousain dans les murs de l'hôtel Fredge à Tanger avec notre invité Majid Cherfi. Une rencontre placée sous le signe de l'échange, de l'autodérision, de la lucidité. Majid, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité. Tu es au Maroc dans le cadre de la tournée littéraire initiée avec les instituts français de Tanger, Rabat et Casablanca pour la sortie de ton dernier livre aux éditions Actes Sud, ton roman « La vie de ma mère ». Alors, quelques mots de présentation pour nos auditrices et auditeurs sur ton prestigieux parcours. Je vais être beaucoup plus succincte que lors de la présentation de ton livre à la librairie. Tu es né à Toulouse, tu es chanteur, parolier, compositeur, écrivain et acteur. En 1985, tu fus le membre fondateur du groupe Zebda. Tu as toujours nourri une passion atypique pour la littérature et l'écriture. Ce sont des thèmes qui vont revenir pendant notre podcast. Tu fus et es toujours un homme d'engagement et de parole politique. 5 livres à ce jour, Livret de famille en 2004, La Trempe en 2007, Ma part de Gaulois en 2016, 2020, La part du Sarrasin et 2024, La vie de ma mère. Beaucoup de prix, beaucoup de victoires, victoire de la musique en 2000 pour Tomber la chemise, des prix pour Ma part de Gaulois, avec le prix de Parisien Magazine, Beurre FM Méditerranée et le prix des députés. Majid, La vie de ma mère. Il nous dit quoi exactement, le titre de ce livre et pourquoi, après avoir écrit beaucoup de récits ou des nouvelles, avoir franchi le pas du roman, qui est un genre littéraire légèrement différent du récit, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. L'idée de basculer davantage dans le roman, c'était finalement pour moi une façon de me libérer, de me sentir plus libre et de basculer dans l'imaginaire qui ouvre des portes invraisemblables, alors que l'autobiographie ou l'autofiction, finalement, c'est extrêmement douloureux parce qu'on va puiser dans le réel. Et puiser dans le réel, ça veut dire puiser dans tout ce que vous avez vécu, mais surtout les gens que vous avez côtoyés, et donc vous vous inspirez de vos proches, de tout ce qu'il y a autour de vous, et il y a comme ça une espèce de fragrance de trahison, parce que dès que vous peignez un personnage, même s'il est bien romancé, les gens trouvent toujours une raison de se reconnaître. Et depuis une trentaine d'années, je passe mon temps à croiser des gens qui me disent « Mais dans tel livre, le gars qui deal du shit, là, c'est bien moi. Et tel personnage qui roulait en BM, pas assuré, etc., c'est moi que tu as décrit. » Et je passe mon temps à dire « Mais non, absolument pas, c'est un personnage romancé, c'est absolument pas toi. » Et donc on est poursuivi par des regards inquisiteurs tout le temps. En tout cas, c'est mon cas. Mais comme je ne sais écrire que ce que j'ai vécu, j'ai eu du mal à m'extraire du récit autobiographique. Et donc là, sur cette idée où ma mère est le personnage principal, il y avait cette idée d'anticipation d'une vie qu'elle aurait pu avoir, qu'elle n'a pas eue, mais qu'elle aurait rêvé vivre. Et donc là, je me suis senti totalement libre, puisque je lui ai inventé une vie qu'elle n'a pas vécue, même s'il s'agit en vérité de ma mère. J'en entends bien. D'abord parce que quand on lit le livre, le prénom du personnage de la mère, c'est Taos, c'est le même prénom que ta mère. Et puis d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ce personnage ressemble presque comme 2 gouttes d'eau à celui de Ma part de Gaulois. Donc cette maman qui est quand même très présente, qui est envahissante, envahissante, attachante, voilà, tout ce qu'on pourrait dire au niveau d'une mère qui a nourri beaucoup d'espoir dans ses enfants et qui les a menés un peu au cordeau. Vous êtes une famille, enfin dans Ma part de Gaulois, c'est très clair, tu fais nettement comprendre dans ce récit qui est assumé
à quel point votre mère était une sorte de rempart contre la cité elle-même, c'est-à-dire vous ne traîniez pas, toi tu n'avais pas le droit d'aller jouer au foot, tu devais travailler, travailler, travailler. J'ai envie de dire presque l'ambition, mais ça tourne à l'obsession de cette mère était de te faire étudier à tout prix, avoir le baccalauréat à tout prix, ce qui était un enjeu, j'ai le sentiment parfois insurmontable pour le jeune Majid. Et puis à d'autres moments, pas du tout, parce qu'en fait, le jeune Majid, il a quelque chose qui le rend très différent des autres, c'est l'écriture. Hein, tu as un côté, en fait, tu as réinventé dans les quartiers nord de Toulouse la figure de l'écrivain public dans beaucoup de pays du Maghreb, puisque tu commences tes livres en disant, tout le monde vient me voir en me disant, écris quelque chose pour nous, écris pour moi. Je trouve cette manière de se réapproprier un personnage important, même à Tanger, à l'époque, quand je suis arrivée il y a une vingtaine d'années, et il y en a d'ailleurs toujours, il y a des écrivains publics encore qui aident à fabriquer des courriers administratifs, mais aussi des lettres du cœur, des lettres familiales pour les gens qui ne savent toujours pas lire et écrire. En quoi cette lecture, avant d'écrire, hein, parce qu'à mon avis, l'un ne va jamais sans l'autre, a vraiment changé, modifié le cours de ta vie, en fait. Tu as côtoyé tellement de monde dans les quartiers nord, tu sais très bien, il y a une sorte de poids, de plomb. Beaucoup de jeunes sont vaguement condamnés à errer, hein, ou à tomber dans la délinquance, comme on dit un peu facilement. Et il y a le fabuleux parcours de Majid Chaffi, tu vois, quelque part, le fabuleux destin. Tu le dois au livre, tu le dois aux mots, ou pas seulement? Alors, j'ai envie de dire que il suffit pas d'apprendre, il suffit pas d'être dans l'initiation, encore faut-il avoir été aimé. Et donc, ma mère nous a entourés d'une armée secrète de femmes essentiellement, même s'il y avait quelques hommes, venus à la maison pour une espèce de soutien scolaire permanent. Et donc des assistantes sociales, des éducatrices, des assistantes en économie familiale, toute une armada de travailleurs sociaux censés venir aider ces mères qui étaient évidemment en France complètement paumées, ne parlant pas français, ne sachant plus où se situer et dans l'espace et dans la société. Et donc ces gens n'ont pas fait que nous initier, ils nous ont aimés. Donc on a été adoptés. Et j'ai été le fils adoptif, comme mes frères et sœurs d'ailleurs, le fils adoptif de religieuses, le fils adoptif du curé, le fils adoptif de l'assistante sociale, de l'épicière, de la fille de l'épicière. Et donc on s'est senti le fils de plein de mamans. Et je pense que c'est cette affection qui tout à coup fait basculer dans l'amour de ce qu'on apprend. Et on se dit, chouette, Françoise va venir. Chouette, Fabienne va arriver. Chouette, Sœur Annie va venir avec ses bons becs des bonbons de Lourdes. Et donc, alors, si l'amour de maman était difficilement perceptible et invisible, puisqu'elle était impitoyable, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. C'était le chef d'orchestre de toutes ces autres figures qui viennent t'accompagner. C'était le chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre, elle a un côté cas des mains, hein, tu vois, elle est assez incroyable, hein, c'est une figure incroyable. Dans la vie de ma mère, elle est l'élément central, hein, elle est vraiment le pivot autour duquel circule et elle a un côté presque Keba, elle est au milieu, et il y a tous les éléments de la famille, les frères, les sœurs, le personnage... le narrateur Slimane qui tente un rapprochement avec cette mère-là, à un moment où lui-même a mûri, a un peu vieilli, donc il porte un autre regard aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette manière que tu as de prendre des sortes de clichés de la famille des immigrés, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, on a toujours le sentiment que la famille méditerranéenne, je dis méditerranéenne parce que il y a une sorte de mythe autour de la famille méditerranéenne, c'est-à-dire elle est soudée, les frères et sœurs se tiennent les coudes, on lutte contre les autres, et puis en fait là tu montres un peu une famille explosée, le noyau familial il a été assez éclaté, et finalement ils ont bien du mal, ses frères, ses oncles, les neveux, à se ressouder, et d'une certaine manière, même si chacun d'entre eux a beaucoup de mal à se reconnaître dans cette... il y a une forme de froideur, hein, dans le personnage de la mère. Elle est chef d'orchestre, mais elle est impitoyable.
il va se passer quand même quelque chose. Alors, c'est pas vraiment autour d'elle qu'il y a un mouvement de réunion à la fin du livre, je ne le raconte pas, mais d'une certaine manière, elle est toujours invisible, mais c'est quand même par elle que les choses vont se remettre en place. C'est important pour toi de montrer que les choses ne sont pas figées, essentialisées, parce que c'est difficile quand on est fils d'immigrés de sortir des perpétuels préjugés a priori. Ouais, oui, oui, absolument. Parce que j'ai vécu dans ce mythe de la famille méditerranéenne ou maghrébine où on ouvre les portes au premier au premier clochard, au premier vagabond. On lui fait à manger, on l'accueille, on est plein de chaleur, plein d'humanité, on est plein de bons sentiments. Et tout en ne le vivant pas, j'ai vu ces familles entretenir. Et puis avec plein de mots, par exemple, appeler les dames âgées Yema. Et toutes ces dames étaient nos mères. Oui, maman. Un tel, on dit, oui, fils de mon cousin, fils de mon oncle. Khalti, tata, on est tous voilà. des tatas. Ouais, Oui. ouais. Et chacun, comme ça, on lui distribue des titres, honorifiques, un petit peu gratifiants. Et puis dans le réel, pas du tout. C'est-à-dire que tout à coup, porte refermée, c'est le vagabond qui vient de passer, il prend son coup de pied au cul, la tante qui vient d'arriver, elle prend 2 fléchettes dans le dos, l'oncle chez qui on va, on le maudit d'avance avant de pénétrer chez lui. Et j'ai voulu dire, oui, la famille, oui. Alors d'une part, ce mythe oriental de la famille sympathique, qui n'existe pas. En tout cas, moi, et donc, c'est une façon pour moi à chaque fois de casser ces images d'Épinal, qu'elles soient du côté français, pour ma part de français, ou qu'elles soient sur la part orientale. Toujours pour moi, cette façon de dire, ne croyez pas ce que les mythes racontent, nous sommes beaucoup plus banals que ça. Oui, ou beaucoup plus singulier finalement. C'est-à-dire chacun a une vraie personnalité avec beaucoup de nuances. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'aime, c'est que tu arrives à échapper en écrivant de manière très simple aux clichés et aux lectures binaires d'un personnage. C'est-à-dire, ils sont tous très très nuancés. Alors dans La vie de ma mère, voilà, le personnage principal, il a une sorte de truck, hein, c'est ça, on dit comme ça, un truck. Il fait avec un ami juif des halal burgers. Bon, l'ami juif, on n'en a pas parlé, mais Boris, il est super envahissant. Hein, il est un peu, bon, c'est un peu la patte cassée dans sa vie hein, à ce moment-là. Et Slimane aussi, il est en train de vivre quelque chose d'un peu compliqué dans sa vie. Il y a une séparation, donc il s'occupe de ses 2 fils, de ses 2 grands-fils, par intermittence avec leur mère. Donc là, c'est pareil, tout n'est pas tout noir, tout blanc. Bon, ben, le copain Boris, il est là, il lui fait des remarques un peu piquantes parfois. Il se mêle un peu de ce qu'il ne regarde pas. Et par moments, ben, Slimane, il a beau être gentil, parce que c'est comme ça que ça ressort. Il en a un peu plein de dos. Il a souvent des désirs de solitude. Et ça, par contre, je pense que c'est une constante dans les sociétés méditerranéennes quand même. On est quand même souvent débordé par la multitude. On se retrouve vite à beaucoup dans un espace. Et cette aspiration de solitude de ce personnage m'a souvent fait sourire parce que il y a souvent des à part soi, il parle tout seul, il n'en peut plus en fait, il dit bon ben cassez-vous, et puis un jour il en arrive même à le dire à ses fils alors qu'il les adore et qu'on le comprend très bien. Et il y a ce côté, mes paroles disent réellement ce que je pense, mais je sais que ce que je pense va terriblement faire du mal aux autres et je vais quand même le dire. Et j'ai beaucoup aimé les personnages de La vie de ma mère. J'en ai aimé aussi les fins de tes livres. Il y a toujours un côté dans la fin de tes livres, le personnage principal ou les personnages ont un côté Rastignac avec dans Balzac, à nous deux Paris étant eux-mêmes en fait. C'est-à-dire, allez, on avance, on y va et on va se relever les manches et on va se prendre en main, on va s'aimer en fait. On va croire dans quelque chose qui nous met en mouvement. Parce que souvent, on est un peu dans une sorte d'apathie. Voilà, au début, ton personnage de Ma part de Gaulois,
il est dans une cité, il est dans quelque chose qui l'a enclavé un peu. Et par les livres, et après s'être fait insulter je ne sais combien de fois, après avoir subi tout ça, il avance, il y va. La fin du livre, elle est belle, elle est dans le mouvement. Oui, Et la vie de mouvement, ma mère, c'est ouais. pareil. Elle a un côté, la guerre des boutons, là, où tout le monde part. Et je trouve ça très beau, cette idée que la littérature, elle nous fait avancer. Et on commençait le podcast, tu disais, bah oui, quand j'écris des récits, j'ai un tel qui vient me voir. Quelque part, c'est bien, ça veut dire que les gens, ils lisent tes livres, même dans ton Oui. environnement proche, ou quelqu'un leur a dit. Donc forcément, le livre, il passe, même si je t'ai beaucoup entendu dire, voilà, les gens lisent pas, les gens lisent plus, et j'ai envie de te dire, les gens, ils ont jamais vraiment lu, on le sait, la masse. On n'a pas tout à fait le même âge, mais moi qui ai tant lu dans ma vie, j'étais un peu une sorte de rareté à l'époque À aussi. part, oui. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, on n'avait pas le téléphone. Donc lire et écrire, c'est vraiment une attitude de solitaire, c'est une attitude de personne qui a décidé d'entrer dans un monde, celui des livres, le sien, j'en sais rien. Mais j'aime bien en même temps parce que malgré tout, par la littérature, on donne du mouvement aux choses, on donne du mouvement dans tes livres, ça ne s'arrête pas de bouger en fait, il n'y a rien qui est figé. Cette mère dans ce livre, et c'est pour ça que je vais sur le mouvement, oui, tu luttes avec elle contre l'inertie, finalement. C'est très symbolique, elle arrive à un moment de sa vie où elle a vieilli, elle a une vie difficile, il y a eu des avortements, elle a grossi, c'est des choses de femme, tout ça. Son corps lui fait mal. Et parce que ce corps lui fait mal, c'est le sien, elle est devenue aigrie en fait, hein, au début c'est ça. Et elle s'en prend à qui? Bah aussi à ceux qui ont fait que son corps a changé, c'est-à-dire ses enfants, et indirectement par ses enfants, l'homme qui l'a encadré là, dans cette vie-là. Et puis tu la mets face à plein de médecins, les scènes sont très drôles, et elle finit par être soignée du genou. Et c'est là où quand elle est soignée du genou, elle se rachète une jeunesse en fait. Donc c'est une vieillesse qui célèbre une espèce d'enfance perpétuelle revenue. Et il y a un passage qui est très beau où tu parles du personnage masculin et tu dis il aurait fallu que je reste un enfant perpétuel en fait. Et j'ai le sentiment que c'est tellement lourd d'être devenir un adulte. C'est pas seulement de vieillir qui est difficile, c'est d'être cet adulte-là pour tous les gens autour de nous qui comptent sur nous. Parce que malgré tout, ces enfants à Taos, ils attendent d'elle pour la vie qu'elle soit une mère. Et toi, tu lui redonnes, même si le titre c'est La vie de ma mère, c'est peut-être, on pourrait dire en sous-titre, la vie fantasmée d'une femme vue par son fils ou comme aurait dû l'avoir ses enfants, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de dire? Je pars toute seule. Oui, tu parles, mais tu raisonnes extrêmement brillamment, pardon de te le dire, de manière très juste. Peut-être que je dirais pas aussi bien que toi. Mais effectivement, j'ai des personnages qui sont à la quête de qu'est-ce que je pourrais être au mieux? Qu'est-ce qui ferait voilà, que je sois oui, presque un être idéal, comme ça, avec des notions de respect, des notions d'autorité, mais quand même de douceur. Quel est l'extraordinaire équilibre qui fait qu'on est un homme ou une femme accompli? Quelle est voilà, cette chose improbable? Et donc c'est une torture, Oui. puisque la mère, elle voudrait être musulmane, mais ne plus croire en Dieu, parce que elle a attendu que quelque chose tombe du ciel pour l'élever. Le fils, il voudrait que sa mère soit une femme, mais il veut quand même qu'il ait sa part de maman, son sein à téter. Je veux bien être adulte, mais est-ce qu'il y a moyen d'être un enfant de temps à autre jusqu'à la fin? Est-ce que par intermittence, jusqu'à 60 ans, on peut encore téter ce sein de l'enfance? Et donc voilà, mes personnages sont tiraillés, et donc en mouvement. Oui. Oui, ils sont tiraillés en eux-mêmes et dans leur environnement proche ou un peu plus lointain. D'une certaine manière, alors sur la 4e de couverture du livre, bon, les éditeurs, on les connaît, hein, ils mettent toujours des mots un peu valises. C'est écrit que c'est une sorte de chant féministe. Moi, je vois pas ça parce que Ah oui, c'est je vrai. pense que oui, je pense qu'au-delà de tout ça,
alors même si tu as été un personnage public et tu l'es toujours, hein, ça c'est une évidence, on revient pas sur ça, mais je pense que tu te méfies aussi des porte-drapeaux, c'est-à-dire t'es pas, enfin moi je te lis jamais comme ça, et, euh, et même à l'époque de Zebda, voilà, c'était un groupe qui était assez atypique en même temps, on n'arrivait pas à l'étiqueter, et je trouvais, alors c'est une époque de la France, hein, c'est aussi... euh, c'est une certaine époque de la France, c'est une certaine manière d'avoir chanté en français, d'avoir dit des choses en français. Hein. T'es parolier, t'es quand même quelqu'un qui... tu fais danser la langue française, hein, on s'éclate. Hein. Enfin, moi, quand je te lis, il y a quelque chose de magique. Il y a aussi quelque chose qu'ont repris les rappeurs plus tard. Enfin, tu vois, c'est-à-dire comment on joue avec cette langue qui n'a pas d'accent tonique. Enfin, elle en a en toulousain, c'est ça qui est génial. Mais tu vois, moi, j'ai enseigné l'anglais. Et l'anglais, c'est déjà une langue super musicale. J'ai appris le russe. C'est aussi une langue très musicale. L'arabe aussi. En français, c'est compliqué parce que c'est une langue assez monocorde. Et la faire chanter, et pour la faire chanter, il faut lui intimer des accents. Et Zebda, c'était ça en fait, avec plein d'autres groupes de l'époque. Hein. Je pense à Rachid Taha, tu vois, enfin, c'est vraiment les musiques que j'ai écoutées quand j'avais une vingtaine d'années. Et ce que j'aime, c'est que dans tes livres, on retrouve tout ça. Il y a le Majid Chafi, auteur, qui évidemment, bah, il s'amuse avec la littérature, hein, c'est ça qui est formidable. Et il y a un côté Cyrano de Bergerac chez toi tout le temps. C'est-à-dire cette langue française, elle reste très littéraire tout le temps. Tu ne négliges aucune forme grammaticale. Enfin, tu vois, on sent que la maîtrise est parfaite. Tu connais cette langue. Et à la fois, tu fais intervenir les dialectes des gitans dans certains passages, le kabyle, parce que voilà, cette langue est là. Cette mère, elle a beau être illettrée en français, elle est extrêmement fine, elle comprend tout. Moi, je m'y reconnais parfois, parce que tu vois, ça fait 20 ans que j'habite au Maroc, et je maîtrise mal la darija, mais ça ne m'empêche pas de tout comprendre et de tout cerner. Il y a bien sûr des choses qui m'échappent, bien sûr tout un tas de moments où les Marocains pourront toujours me dire tu seras jamais marocaine, comme à elle on pourrait lui dire tu seras jamais française. Et pourtant, la différence entre elle et moi, c'est que moi j'ai choisi de venir au Maroc et pas elle qui a choisi de venir en France. Mais la finesse de certains moments décrits, aussi bien dans ma part de Gaulois que dans tous tes autres livres, cette mère, elle a beau être ce qu'on pourrait appeler illettrée, ça ne l'empêche pas du tout de comprendre les choses, de cerner ce que la France n'a pas voulu lui donner ou qu'elle n'a pas pu prendre. Elle comprend tout en fait. C'est-à-dire qu'une langue apporte des choses, certes, mais ça n'empêche pas la vivacité d'observation. C'est-à-dire, cette femme-là qui pendant 20 ans, ben, elle va quand même au supermarché, elle fait quand même des courses, elle sait très bien ce qu'elle veut, du moins tu l'as exemplifié ou extrapolé. Mais il y a quelque chose dans ce personnage que je trouve fantastique parce qu'elle aussi elle sort du cadre en fait. Tu lui donnes pas de cadre et je trouve ça. Alors c'est peut-être pour ça voilà que Actes Sud s'est permis de dire que c'était un livre féministe. Pour moi c'est au-delà de ça. C'est un livre qui célèbre la respiration. Tu vois voilà pendant le confinement tu te souviens il y avait cette histoire de Black Lives Matter où tout le monde disait I can't breathe. Je peux plus respirer à cause de George Floyd, hein, c'est une méthode d'écrasement. Et là, il y a ça. On va terminer sur une question parce que dans le podcast, j'ai beaucoup plus de liberté qu'ailleurs. Ton personnage principal dans La vie de ma mère, il dit à un moment, à part lui-même, il parle à son fils, il a 2 fils, il en a un qui est très engagé politiquement. Oui. Et à un moment, il lui dit, je vais relire ce que j'ai écrit, fils, enfin il lui dit pas vraiment, il le pense très fort pour lui. Fils, enfonce-toi bien ça dans le crâne, jamais la Palestine ne deviendra un État. C'est une phrase qu'il m'arrive de partager aussi et de me dire, mon Dieu, ça fait 75 ans que cette question demeure insoluble. En ce moment, malgré tout ce qu'on peut penser, il y a tous les jours des vies et des gens qui sont écrasés de violence. Hein. Eux aussi, des can't breathe, si on le dit en anglais, tu vois, ils étouffent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Tu peux parler assez librement, c'est ma radio libre, Les Insolites, donc comme tu sais si bien le faire. Oui, non, je me sens libre quand même là avec toi c'était comme une façon finalement, en lui disant cette phrase, de tirer une sonnette d'alarme en fait. C'est pas tant qu'il n'y croit pas,
il est juste désespéré. C'est ça, ouais. Et donc, parce qu'il ne peut pas se permettre de dire jamais, toujours. On ne peut pas, on ne sait pas. absolument. Voilà. Mais Bon. son fils, il y croit en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette. Il y croit du haut de ses 20 ans. Oui. C'est aussi ça. Il a 20 ans, donc. Et à 20 ans, on croit que des choses extraordinaires peuvent arriver. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que moi-même, à 20 ans, d'ailleurs, je l'ai raconté un peu hier soir, quand je disais mai 81, j'ai vraiment cru que le racisme allait disparaître de la surface de la Terre. Aujourd'hui, bon, voilà, je ne le crois plus du tout, mais c'est le charme des 20 ans. Et en même temps, à 20 ans, grâce à des jeunes de 20 ans, il y a aussi plein de choses qui se sont faites dans cette Aussi. vigueur, tu vois. Moi aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est clairement désespérant parce que on n'arrête pas de nous dire relisons l'histoire, regardons les événements à l'aune de ce qu'il s'est passé. Les vagues d'immigration en France, elles sont issues aussi de moments historiques très très forts. On a tendance à faire un travail de fausse culpabilité. En France, on distribue des médailles, mais le fond des questions, aussi bien en Algérie que tout un tas d'autres territoires, hein, tu vois tout ce qui se passe, que ce soit à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, on a du mal à régler l'histoire en fait. Ouais. Et là, le problème, c'est quand on vit des moments historiques, c'est de l'actualité, et quand ces moments s'arrêtent, ça devient de l'histoire, et on se dit on est complètement impuissant. Et cette sorte de sentence que s'applique à lui-même Slimane montre à quel point on continue à être impuissant, et c'est terrible en fait. C'est peut-être le moment du livre, il y a une espèce de parenthèse où je me suis dit, et ça deviendra jamais un État. Hier, tu parlais de faire nation, et j'ai le sentiment que les Palestiniens, ils sont à même de faire nation et ils ne peuvent pas faire État. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils pourraient trouver l'étreinte, puisqu'on a parlé d'étreinte beaucoup, qui est un geste tellement fort, mais on leur supprime l'idée de l'État, ce qui est quand même terrible, d'une certaine manière. Oui, j'aime l'idée de l'impuissance. J'aime l'idée que, à mon âge aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans, qu'on puisse reconnaître ça aussi parce qu'on a 60 ans. Et j'aime l'idée de la puissance quand on a 20 ans. Parce qu'elle permet de faire activer toutes les énergies dont on est porteur. Oui. Et je me dis, mais pourquoi j'ai aussi peur de ça si tu veux, c'est de me retrouver à mon âge avec plus d'énergie que mes propres enfants. Et je trouverais ça, alors parce que on a la tentation de garder ces 20 ans d'une manière ou d'une autre, puisque je les ai plus physiquement, je vais les avoir au bout d'une plume. Si je peux pas les avoir dans l'acte, je vais l'avoir l'énergie dans la métaphore. Et j'aime accepter la faim, la faiblesse, l'impuissance, parce que c'est aussi l'âge. Et quand cette phrase sur la Palestine, c'est aussi 75 ans qui sont écoulés. D'impuissance, quelque part. C'est terrible. Oui. Malgré tout. Ouais. Magine, merci beaucoup. Merci. Pour ce merveilleux Merci, moment. J'annonce aussi que le 31 mai, il y a la sortie de ton album, prochain album en solo, Le propre des ratures. L'écrivain est toujours là. Et tu parlais d'impuissance. L'impuissance, c'est surtout de la fragilité. Et écrire, c'est faire beaucoup de ratures avant. Donc, je te souhaite plein encore de belles ratures. Je te promets de les garder.